et que j'aime bien être à l'heure. Donc aujourd'hui, j'avais dit qu'on allait parler des produits transformés. Donc je vais d'abord vous dire bonjour à tous, parce que c'est vrai que là, on était un peu en comité restreint et privé, mais la vidéo est retransmise sur YouTube. Donc soyez les bienvenus sur… c'est super le visuel cuisine, je suis désolée. Bienvenue sur la vidéo. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à les liker ou à me mettre des commentaires en dessous. On va partir, donc, je vous ai dit… Alors, je ne sais plus où est ma caméra pour que je vous vois quand même, c'est mieux. Je vais vous donner des précisions par rapport à ce qu'on a vu les semaines qui viennent de passer, là, les différents appels, sur ce que j'appelle les aliments transformés et le marketing des industriels, en fait, ce que font les industriels pour nous vendre les produits qu'ils appellent sains ou diététiques, etc. Donc, vous donnez des précisions sur cette notion d'aliments bruts, d'aliments transformés ou d'aliments ultra transformés. Je voudrais vous détailler un petit peu la classification, parce qu'il existe une classification. Et puis ensuite, on fera un zoom peut-être, alors peut-être plus demain, mais sur toutes les stratégies de marketing qui sont utilisées par les industriels pour nous faire acheter les produits, parce que je tombe autant dans le panneau que tout un chacun. Hein. Alors, je sais très bien que déjà une bonne partie d'entre vous a déjà une alimentation, je vais dire, majoritaire en produits bruts, mais c'est quand même important d'avoir cette notion en tête et de pouvoir rester, comment je vais dire, constant pendant les semaines, les mois, et puis surtout toutes les années à venir. Parce que on en vient un petit peu à ce que je vous disais déjà dans la vidéo on a fait une vidéo sur les habitudes alimentaires. Donc au tout début, les vrais changements viennent parce qu'on est volontaire. Et puis après, eh bien, ça devient insidieux. Et donc, si on veut avoir vraiment un changement radical dans notre façon de nous alimenter, eh bien, ça va venir uniquement en fait de ce qu'on appelle l'accumulation des petites habitudes au quotidien. Donc, on ne doit pas choisir un seul aliment miracle qui va nous apporter les résultats. Et à l'inverse, on va créer plutôt des bonnes habitudes, 95% de notre temps, et de temps en temps, on pourra s'octroyer un produit industriel ou transformé qui va, entre guillemets, enfin qui ne va pas plutôt, entre guillemets, ruiner quoi que ce soit dans notre façon de nous alimenter aujourd'hui. Donc, si nous en revenions à cette notion d'aliments transformés, le sujet du jour, eh bien, il y a quelques années maintenant, je ne sais pas bien de quelle année ça date, mais il y a des chercheurs brésiliens qui ont voulu, en quelque sorte, je vais dire, formaliser cette notion pour pouvoir l'utiliser dans des études scientifiques. Et donc, ils ont créé ce que l'on appelle la classification NOVA, qui comprend en fait 4 groupes. Alors, je dois avoir, si je vous partage mon écran, je pense que je dois l'avoir, voilà, dans mon… Toc. Est-ce que vous voyez mon écran? Hop là. Est-ce que vous voyez ce tableau NOVA? Pas encore, mais ça va arriver, je pense. Voilà, le voilà, on l'a. Merci. Ouais. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints entre deux, là, que j'avais commencé. Donc, le tableau NOVA, en fait, ça comprend, je vous disais, 4 groupes. Le premier groupe de classification de ces aliments, c'est ce qu'on appelle les aliments frais ou peu transformés. Ça correspond donc aux aliments fruits, etc., fruits et légumes, d'accord,
Et quand on parle d'aliments transformés dans ce cadre-là, c'est transformé par procédés simples, comme par exemple le fait de retirer une partie du comestible, éplucher un fruit ou un légume, ou bien une partie non comestible, comme les arêtes, les os, des choses comme ça, ou bien le fait de sécher. Les fruits séchés font partie de la première catégorie. Le broyage, la pasteurisation, mais aussi le fait de mettre au frigo, la réfrigération, la congélation et l'emballage sous vide des procédés, ce qui permet en fait juste de prolonger en fait la durée de vie. Et il faut savoir que tous nos produits Formula One, fibres, minéral complexe, faudrait que je regarde, mais de toute façon, il y a presque 80% des produits de la gamme, de notre gamme Herbalife, qui font partie de cette première catégorie. Et aucun de ces produits ne comporte de substances ajoutées, conservateurs, additifs ou stabilisants, etc. Donc, on retrouve tout ce qui est fruits, légumes, légumineuses frais. On y retrouve aussi les viandes séchées ou bien tout ce qui est congelé ou tout ce qui est emballé aussi. Vous savez, quand vous allez au rayon poissonnerie, par exemple, ou viande, et que vous avez du poisson emballé sous emballage cellophane, ça, c'est aussi dans cette catégorie-là. Les œufs et aussi les yaourts, quand ils sont faits avec du lait entier ou les yaourts nature. On a aussi toute la classification des fruits de mer. Le vrai beurre, qu'on va trouver aussi dans cette catégorie-là. Et puis les cafés, certaines herbes, quand on va par exemple acheter de la menthe séchée, du thym, du laurier, des choses comme ça, avec ce qui est poivre en grains, même poivre en poudre d'ailleurs, cannelle enfin les petits rondins de bois là, ou bien la cannelle broyée. Voilà. Et puis aussi tout ce qui est pasteurisé ou en poudre. Ensuite, on a un deuxième groupe qui concerne tout ce qui est ingrédients culinaires transformés. Donc là, on va avoir tout ce qui est les substances extraites d'un groupe par pressage, meulage, broyage ou raffinage. Donc, vous savez, par rapport au sucre. Là, ça comporte en fait, ou enfin plutôt, ça comprend aussi tout ce qui est amidon, tout ce qu'on peut appeler le beurre margarine, l'huile, le sucre, le sel, la filière des agents levants. Et puis aussi, on va avoir dans cette catégorie-là tout ce qui est les sirops, par exemple sirop d'érable, sirop d'agave, etc. Donc, ce sont en général des produits que l'on ne consomme pas purs, mais qu'on va plutôt intégrer à des préparations culinaires. Voilà, on va ajouter plutôt aux préparations du premier groupe en fait. Ensuite, on a le troisième groupe des aliments, les aliments qu'on appelle les aliments transformés. Là, ce sont en général des aliments simples, mais tout de même avec une transformation, c'est-à-dire les aliments. En fait, on va prendre les aliments du groupe 1 auxquels on va additionner des ingrédients du groupe 2. Et dans ce groupe, on va retrouver donc tous les aliments qui sont en conserve, métalliques ou verts, les aliments fumés, les aliments séchés, mais je pense par exemple à tout ce qui est les charcuteries qu'on laisse sécher où on a mis simplement du sel ou des choses comme ça. Les aliments secs, mais les aliments secs auxquels on a ajouté du sel ou du sucre. Je pense par exemple vous savez, tous les produits apéritifs, cacahuètes salées, noix de cajou, etc. On va avoir aussi le fromage, le pain, les pâtes. Par exemple, il y a un aliment que je mettrais plutôt dans la catégorie 1
comme par exemple les beurres de cacahuètes, les choses comme ça, ou le beurre d'amande. Et si on prend ce beurre d'amande et qu'on y ajoute du sucre ou un peu de vanille, on le transforme cette fois en pâte d'amande et il va être dans cette catégorie-là. Voilà. En fait, tous les aliments qui ne sont pas purs et dans lesquels on y a mis des ingrédients, auxquels on a ajouté du sucre. Alors, ça peut être aussi tout ce qui est bière, vin, cidre, certains vinaigres, vous savez, vinaigre de framboise, vinaigre de citron, etc. Tout ce qui est transformé, on va y retrouver aussi certaines catégories de sauces. Donc, le but, c'est d'obtenir en fait des aliments transformés et surtout, de la part des industriels, d'augmenter la durée de vie de ceux du groupe 1 ou 2, en fait, d'augmenter leur qualité organoleptique, c'est-à-dire leur capacité gustative, d'accord, développer le côté gustatif. Et enfin, on va arriver au 4e groupe, où on va retrouver les aliments hautement transformés ou ultra transformés. On se retrouve alors avec des produits de formulation industrielle, totalement industrielle, qui vont comporter ce que l'on appelle des produits de transformation chimique. Pourquoi? Parce que d'abord, elles comportent plus de 4 ingrédients. Ces aliments peuvent même comporter des additifs, des protéines hydrolysées, de l'amidon modifié, des huiles hydrogénées. Et ils sont toujours avec les 4 ingrédients, enfin les 4 saveurs dont on a parlé dans les précédents appels. Vous savez, ce que l'on appelle le goût sucré, enfin la saveur sucrée, salée, umami, gras, voilà, qui font en fait un produit addictif. Et on va retrouver aussi dans cette catégorie-là d'aliments ultra transformés un produit qui n'est créé uniquement que pour plaire au goût, donc en général super palatable, peu coûteux, souvent facile d'utilisation ou de consommation simple, enfin immédiate, d'accord, sans besoin de transformation. Donc des produits majoritairement ou plutôt énergétiquement denses, avec tout ce qui est sucre ajouté, enrichi en sel et particulièrement riche en gras en général, donc ce qu'on appelle addictif au goût. Cette classification, je vais dire, c'est un premier essai, donc c'est loin d'être idéal, notamment parce qu'elle manque de nuances pour les 3e et 4e groupes. Si je prends par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une mousse au chocolat. Je ne sais pas si c'est parce que je sors de ma semaine de chocolat, mais si on va en grande surface et qu'on prend une variété de mousse au chocolat allégée dans un rayon de supermarché, et qu'on compare avec une mousse au chocolat qu'on a fait à la maison. Alors, même sans être une mousse au chocolat comme moi je l'ai fait végétale, mais je ne sais pas, une recette maison ou même une mousse au chocolat de la marque, par exemple, pour ne pas la citer, La Laitière, mais dans lequel il y a des œufs, pourquoi pas du beurre, du lait ou de la crème fraîche. Du chocolat, quand même, c'est mieux pour la mousse au chocolat, une petite pointe de sel, donc où il y a déjà des aliments qui vont en faire un aliment palatable. Eh bien, la première, elle va avoir une liste d'ingrédients longue comme le bras, alors que la seconde, finalement, il y a quoi, 4, 5 ingrédients. Et donc, ça en fait quand même un aliment transformé, parce que 4 à 5 ingrédients et en plus avec différentes saveurs. Donc pour moi, il faudrait plusieurs niveaux de différence dans cette classification, parce que là, si on note, par exemple, vous savez, il existe des logiciels sur les téléphones ou des applications qui parlent plutôt de Nutri-Score. Je ne sais pas, vous devez connaître ça, ce type
de produits. Le Nutri-Score, en fait, c'est une note qu'une application donne pour savoir si l'aliment est sain ou pas. Et bien, quand on va passer au Nutri-Score, la première mousse, eh bien, contrairement à la deuxième, puisque la deuxième va être plus calorique, forcément, eh bien, la liste des ingrédients va nous dire que le score de la première mousse est excellent. Donc, on va avoir envie de la consommer. Par rapport au résultat, hein, je dis pas par rapport au goût, par rapport au résultat. Alors, comment ça s'explique? Eh bien, simplement parce que grâce à tous les additifs qu'il y a dans cette première mousse, il y a moins de matière grasse pour lier la mousse, alors que dans l'autre, on va utiliser du vrai beurre ou de la vraie crème, par exemple. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les aliments ultra transformés existent grâce notamment à un processus qui en font des aliments nocifs ou malsains pour la santé ou non assimilables, je ne sais pas comment vous le dire. Et ce processus s'appelle le cracking. Alors, je vais arrêter le tableau, ça ne vous sert plus à rien. Alors, qu'est-ce que c'est que le cracking? Le cracking, c'est un mot en anglais. En français, on va appeler ça le craquage. Je ne sais pas si c'est terrible, mais bon, ça peut se traduire comme ça en tout cas. Même si ça ne correspond pas au craquage alimentaire. En fait, c'est le fait de prendre un aliment et de le séparer en différents composants. Et ces différents composants, si je prends, alors il faut que je vous prenne un exemple simple. Si je prends du blé, on peut séparer entre l'enveloppe, c'est-à-dire le son. Au milieu, on va avoir le germe et puis l'amande. Et dans l'amande, on a l'amidon et le gluten. Et on peut aussi faire de la farine à partir de l'amande. Ou bien le raffiner et le transformer encore plus et séparer donc uniquement l'amidon. Et l'amidon, on peut encore à nouveau le craquer, on va dire ça comme ça. Et par exemple, fabriquer des choses que vous avez sûrement déjà lues sur les étiquettes, le dextrose, le sirop de glucose, la maltodextrine, voilà, etc. Tout ça, c'est fait à partir du blé, à partir d'autres graines aussi, mais c'est aussi fait à partir de l'amidon du blé. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque-là, mais quand j'ai commencé mes études et que je faisais des extras en hôtellerie-restauration pour pouvoir payer mes études, eh bien, on passait mes chemises, enfin mes cols de chemise et mes manches de chemisier dans de l'amidon. Et pour les repasser, pour qu'elles soient bien rigides et bien droits. Ou bien alors, je faisais aussi des napperons avec ma mamie qu'on trempait dans l'amidon pour rigidifier en fait le napperon. Et c'est le sucre de l'amidon qui faisait ce truc dur en fait. Bon, c'est une parenthèse, rien à voir avec l'alimentation, mais c'est pour vous dire ce qu'on donne à manger aux gens. Voilà, donc qu'est-ce qu'on obtient avec ce craquage? Alors, c'est pour cela que pour moi, ce tableau est à prendre en compte avec des pincettes parce qu'il ne tient pas compte du degré de transformation qui pourtant est important au-delà de classifier une simple famille d'aliments. Si je vous dis par exemple, pour le petit déjeuner, vous devez demain matin manger du pain, eh bien, c'est une information trop vague parce que ça va être le jour et la nuit entre le fait de manger un vrai pain artisanal qui comprend une farine complète, un levain naturel, de l'eau et du sel. Pourtant, on a 4 ingrédients, d'accord? Ou bien de prendre, par exemple, ce qui se fait dans le commerce, des biscottes qui utilisent cette fameuse solution de séparation des ingrédients, là, le cracking, et qui va y mettre une liste invraisemblable, n'utiliser que l'amidon et puis ajouter des exauceurs de goût, etc.
De même, voilà, il est 2h moins 10. Si je prends les gens qui mangent par exemple un repas tout simple, hein, des pâtes avec de la sauce tomate, eh bien, si vous voulez ajouter à vos pâtes la sauce tomate, alors je ne sais pas si… Enfin, vous avez conscience qu'il y a une grande différence entre le fait de prendre uniquement de la chair de tomate, même si c'est une sauce faite, ou bien un pot de sauce tomate qui contiendrait des tomates, de l'oignon, de l'huile d'olive, et un pot qui va contenir, par exemple, de l'extrait de tomate ou de la tomate déshydratée, émulsifié avec des huiles hydrogénées, un ajout de sucre pour le goût, des oignons frits, des conservateurs ici et là. Voilà, ce qui la rendrait beaucoup plus calorique d'abord, mais surtout beaucoup plus palatable, donc consommable en plus grosse quantité. Voilà, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que le cracking et ce qu'on appelle un aliment hautement transformé. Donc, en résumé, pas besoin de retenir cette classification NOVA, c'était juste pour vous informer. Mais avant tout ici, en fait, comprendre au niveau individuel ou avoir une espèce de bon sens que ce sont des outils plus pour une certaine catégorie de la population. Et il faut essayer ici au maximum, alors bien sûr avec vos contraintes quotidiennes, mais que votre alimentation soit constituée à 80% d'aliments bruts, ou en tout cas du premier et deuxième groupe, avec un petit peu de cuisine que vous faites par vous-même, en fait. C'est mieux. Vous pouvez avoir des aliments légèrement transformés, préférez-les transformer de façon artisanale, donc maison en fait, ou bien quand on achète un pain complet ou aux graines chez l'artisan boulanger, ou bien des yaourts à la ferme par exemple. Il faut surtout en fait éviter les aliments ultra transformés. Il ne faut pas que ces aliments constituent 50% de votre alimentation. Et je vais revenir à parler des calories, mais si on prend votre marge de calories sur la journée, ça ne doit surtout pas dépasser 10% de vos apports caloriques. D'accord? Et il faut savoir que si vous prenez 2 yaourts aux fruits sur la journée, ou un morceau de fromage, un yaourt aux fruits, ou je ne sais pas moi, un pain industriel ou une biscotte et un morceau de fromage ou bien un morceau de charcuterie, eh bien, vous dépassez déjà vos 10%. Alors, après, comme je l'ai dit, je ne sais plus si c'est dans la dernière vidéo de samedi, mais d'abord, il faut que vous ayez… Non, c'est l'inverse. Il ne faut pas vous donner le choix. En fait, c'est ça. Parce que si vous vous donnez le choix, votre cerveau va forcément choisir le plus palatable des deux. Parce que si vous ne vous créez pas un environnement alimentaire où en fait la question ne se pose pas, ouais, c'est exactement ça, eh bien, vous n'aurez pas le choix. Vous ne vous donnerez pas le choix. Il y a peut-être certaines personnes sur la vidéo là ou qui m'écoutent, certains d'entre vous, qui vont peut-être considérer que ce que je dis, mes propos, ou bien de faire ce choix, c'est radical, voire même peut-être certains diront que je suis extrémiste, de supprimer tous les ingrédients ou tous les aliments hautement transformés. J'ai du mal à appeler ça des aliments en fait, hein, parce que comme je sais comment c'est fabriqué, j'ai du mal à dire que c'est des aliments. Mais il faut vous dire que c'est vrai, c'est extrémiste, mais le problème pour vous, comme pour nous tous en fait, hein, c'est qu'on va ensuite passer des heures, parce que tous les ingrédients ultra transformés ne sont pas forcément malsains.
Vous allez me dire qu'il y a peut-être quelques-uns qui sont quand même sains dans le lot. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va passer des heures à essayer de comparer les produits quand on est dans les magasins, de lire quelles sont les meilleures étiquettes, de comprendre ce qu'il y a derrière les étiquettes, essayer de faire la différence entre les promesses marketing, la vérité, à scanner nos aliments à longueur de course, et puis ensuite à traduire ce que l'application va bien vouloir nous dire, parce qu'il faut quand même savoir qu'en face, les industriels ont bien compris que nous, en tant que consommateurs, on était demandeurs de produits santé, et donc ils jouent énormément là-dessus, sans forcément dire qu'il y en a qui ne sont pas un peu mieux, hein, mais bon, c'est vrai, le problème en fait pour nous, c'est que non seulement on va y passer des heures à comparer tout ça, mais c'est qu'en plus on va devoir traduire ce que l'industriel a voulu dire derrière son étiquette. Alors, peut-être que je vais vous expliquer un petit peu, mais il faut que notre cerveau fasse la différence entre les promesses marketing et la vérité qui est scannée par les applications quand on scanne un aliment. Et franchement, c'est fatigant à longueur de course. Hein. Moi, je l'ai fait juste pour pouvoir vous donner des informations et un cours, et j'ai trouvé ça épuisant. Donc, le faire pour faire ses propres courses, ça doit être fatigant. Donc, il faut traduire ce que dit l'application. Elle va, par exemple, nous dire que... non, elle ne va pas nous dire plutôt que les industriels qui ont compris qu'on était demandeurs vont chercher à tricher avec ce qu'on leur demande. Donc, ils jouent énormément là-dessus. Forcément, rendre leurs produits réellement de santé, c'est compliqué pour eux. Ça leur demande beaucoup de modifications et un coût. Alors, si vous me le permettez, je vais vous faire un tout petit cours de marketing ici pour que vous soyez vraiment armés. Je veux dire, intellectuellement armés pour vous défendre à l'avenir de toutes les stratégies de marketing agroalimentaire. Donc, on va distinguer en fait 3 niveaux d'action pour les industriels. Les industriels vont agir sur les produits, sur les magasins et puis aussi sur la marque. Donc, d'abord, au niveau du produit, il y a 2 aspects, sa composition et son packaging. Donc, au niveau de sa composition, comme je vous l'ai déjà expliqué, notre cerveau, il raffole des calories. D'accord ? Et d'un savant équilibre entre le goût sucré, salé, umami, gras. D'autant plus si ces calories sont faciles d'accès de façon géographique autour de chez nous ou bien économique. Donc les autorités de santé, pour nous aider, hein, ils ont tenté de nous créer des systèmes, comme par exemple le Nutri-Score, qui ne prend pas du tout en compte le degré de transformation. Et face à ça, on a un produit qui parfois peut être mal noté parce qu'il sera riche en calories ou en gras ou en sucre. On l'a eu l'exemple avec la mousse au chocolat tout à l'heure. Et face à ça, les marques ont 2 choix. 2 choix, pardon, pour pas que je fasse mon pouce. Soit changer la composition des ingrédients, soit l'assumer complètement. Donc, si on regarde du côté du changement des recettes, donc il y a une minorité de marques. 7% des marques ont changé leurs recettes. 7% des marques ont choisi de jouer la carte du bon élève. Par exemple, Fleury Michon, pour ne pas les citer, qui ont de très très bonnes notes pour leurs produits, puisqu'ils ont même été jusqu'à être montrés du doigt en disant auriez-vous des actions chez Nutri-Score ? Donc pas du tout, mais ils ont joué l'action du bon élève pour en avoir la promotion et la publicité. Donc, ils en font un véritable argument de vente. Est-ce qu'il faut toujours que vous ayez confiance ? Je ne suis pas sûre. En fait, ce qu'il faut que vous ayez toujours, c'est à l'esprit, c'est que le but,
là, c'est des industriels, hein. Donc ce n'est pas de l'altruisme, ça reste du business. Donc cette société-là, si elle se positionne sur le segment du consommateur qui cherche à mieux manger, mais qui continue toutefois d'acheter et de consommer des produits ultra transformés, en supermarché, voire hypermarché, donc pourquoi pas? Ils ont raison. C'est tant mieux même, je dirais. Si ça les pousse à améliorer la qualité, même si on peut discuter ici de ce qu'on appelle la réelle qualité d'un produit dans l'absolu, hein, puisque évidemment, je parle ici de la qualité des matières premières, leur origine, etc. Mais bon, c'est un autre problème, je crois, c'est un autre débat là. Mais le problème ici, en fait, c'est qu'il est possible pour les industriels d'améliorer leur note Nutri-Score, réellement, je veux dire, en améliorant un tout petit peu le produit et la recette au niveau qualité pas sûre. Par exemple, si on parle, je ne sais pas moi, du sucre, s'il y a beaucoup de sucre dans une recette, la notation va être dans le rouge. D'accord? Eh bien, si un industriel transforme sa recette et au lieu de mettre des vrais sucres, met des faux sucres, eh bien, Nutri-Score va devenir d'un seul coup bon. Par contre, à votre avis, c'est quand même pas forcément sain pour la santé d'avoir du faux sucre dans une recette. D'accord? Et là, il triche aussi sur d'autres choses. Par exemple, ce que l'on appelle les glucides issus des fibres externes, ce qui n'est pas du tout la même chose que les fibres présentes naturellement dans la matrice de l'aliment, hein, du fruit ou du légume. Enfin bref, bon, je m'en vais un peu loin là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les industriels ont aujourd'hui à leur disposition tout un panel technologique pour faire des produits encore plus transformés, avec encore moins d'intérêt nutritionnel, mais qui pourront avoir une super note sur ces algorithmes de type Nutri-Score. Enfin, on a vraiment le cas de produits qui sont mal notés, toujours au niveau de cet algorithme Nutri-Score, mais dont les marques ne changeront pas dans l'absolu. Je vais vous citer par exemple des marques qui, même si leur note est très mauvaise, ils s'en moquent complètement en fait. Parce que la consommation s'en est rendue, mais vraiment obligatoire. Alors, il y a deux très bons exemples à ça, que vous connaissez forcément, c'est le Nutella et le Coca classique. Hein. Ce sont des poules aux œufs d'or que les gens achètent parce qu'il y a un matraquage publicitaire, d'abord, depuis tellement d'années, et puis le fait que leur cerveau a enregistré que c'était de la calorie facile, que c'était de la calorie agréable. Donc, bien sûr, alors peut-être on peut faire une parenthèse, mais je ne parle pas bien sûr d'achat rationnel, hein, dont le critère du discours sera jamais pris en compte. Il faut vraiment comprendre nos cerveaux là-dessus. Hein. Faut vous rappeler, comme je l'ai déjà dit hein, dans une autre vidéo, mais les émeutes qui avaient eu lieu pour le Nutella, notamment, qui était en promotion dans certains hypermarchés en France en janvier 2018, où les gens étaient prêts à se battre parce qu'il y avait les deux critères les plus importants de la vente, c'est-à-dire d'abord s'adresser à une catégorie sociale plus populaire, donc le prix, et puis la calorie facile. Donc ces marques-là ne changeront donc jamais, jamais la composition de ces produits. Ce qui ne posera de toute façon pas de problème pour eux, parce que, à moins que ce soit un jour légiféré, mais ce sera toujours acheté par les gens, parce que leur cerveau est calibré comme ça. Ça pourrait ne pas poser de problème s'il y avait qu'une dizaine de produits comme ça, mais c'est des milliers de références qui cartonnent, justement parce qu'elles sont riches en calories, en gras, en sucre, faibles en coût. Donc les fabricants n'y toucheront jamais, jamais, sauf si vraiment, je vous disais, il y a une contrainte un jour légale.
Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sous cet aspect, sous cette composition, eh bien, il y a des nombreux produits malsains, entre guillemets, en fait, qui depuis, enfin, des industriels qui ont fait d'autres choix marketing, qui plutôt que de changer leurs produits historiques, eh bien, ils en développent de nouveaux, en fait, par rapport à la demande. Je suis en train de chercher un exemple, mais pour vous parler de Coca-Cola, en 2008, la marque a racheté une boisson de thé glacé bio, donc dit de santé. Je ne sais pas si vous connaissez Honesty. Donc comme ça lui permet de couvrir en fait tous les types de clientèle. Et en faisant ça, eh bien, les industriels estiment qu'ils n'ont pas à faire d'efforts sur la composition de leurs produits historiques. Et puis ensuite, il y a le packaging. Alors, je vais passer sur tout le design des produits destinés aux enfants, parfaitement étudiés pour attirer leur regard, jouer sur leurs émotions, etc. Encore une fois, là, tout le côté rationnel passe à la trappe. Et puis, les logos ou les applications type Nutri-Score ne peuvent pas faire face à ça. Donc, on a dépassé l'heure, il est déjà 14h07. Donc, je vous parlerai de ça demain. On regardera un petit peu tout ce qui est le côté inscription, allégation inscrite sur les paquets, si ça vous convient. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez rouvrir les micros si vous voulez. J'ai plus personne avec moi là? Si, non. Thérèse, ton micro est coupé, tu peux toujours… Ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Finalement, vraiment, c'est un sacré travail de travailler sur notre cerveau. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Oui. C'est compliqué. C'est compliqué de rester, oui. Mais c'est pour ça qu'il faut informer un maximum nos clients, les personnes qu'on suit, et puis les gens autour de nous, la famille, parce que là où parfois on pense bien faire, et ben en fait, quand j'ai vu se multiplier cette application Nutri-Score sur tous les téléphones de tous les gens qui pensaient suivre un bon programme minceur, etc., en pensant faire bien, ça a été… On nous berne, on nous berne. J'ai découvert hier qu'il y avait un Nutri-Score sur certaines préparations que tu achètes en supermarché, A, B, C, D. Ouais. Ah, tu connaissais pas? Pas du tout, j'ai découvert ça hier. Alors j'ai une copine qui m'a dit bah, c'est normal, ce que tu connaissais pas, tu n'achètes pas ce type de produit. Voilà, c'est vrai. ça. Je ne fais pas trop mes courses dans les supermarchés. C'était genre l'huile d'olive, elle avait un Nutri-Score de E. Ah bah oui, forcément, c'est que de l'huile. Et par contre, je ne sais plus, une préparation, un produit ultra transformé qui était en B. Le truc totalement aberrant, quoi. Voilà. Et ça, il faut qu'on en ait conscience. Moi, je mange les graines germées de mon jardin, les tomates de mon jardin et le poisson frais. Avec une bonne huile d'olive, avec un Nutri-Score de E. Voilà, et du basilic de mon jardin. Voilà. Mais tu mets le miel, tu mets l'huile, tu mets un beurre fermier dans le Nutri-Score, il va te sortir des lettres, comme tu dis, D, E, donc un mauvais score. Et à côté de ça, tu vas prendre une margarine ultra transformée avec des tas d'additifs dedans. Il va te sortir un B ou un C. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la mousse au chocolat. Vous faites une mousse au chocolat maison. Et qu'est-ce que tu appelles un vrai beurre?
Ben, juste du lait qui a été battu, un beurre de Baratte, baratte. Du lait de vache. Beurre de baratte. Oui, oui. Celui qu'on trouve plus beaucoup. Voilà. Enfin, nous, ici en Normandie, on en trouve bien quand même. Ah oui. Ouais, ouais. Nous, les fermes, elles Oui, en même font. plus de ferme. Ouais. Le beurre, si tu le laisses au frigo plus d'une semaine, il devient jaune rance. C'est vrai. Rien dedans. Ah ouais. Ouais. Eh oui. Donc, ne pas se donner le choix. C'est juste une question de choix. Pas acheter, pas regarder. Manger que ses légumes, ses fruits. C'est pour ça que je ne vais plus du tout dans les grands Le supermarchés. pire, c'est que les gens s'en rendent pas compte, mais ça leur revient plus cher d'acheter des cochonneries pareilles, Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi. de manger comme ça. Donc, si tu manges des choses saines et qui ne sont pas transformées, ben, ça te nourrit mieux. Ce qui m'ennuie, c'est quand tu es en voyage ou en déplacement ou les choses comme ça. Parce que tu te retrouves sur, par exemple, des aires d'autoroute où tu n'as que de l'alimentation transformée, tu n'as pas de choix de produits bruts. Tu vas dans la boutique pour te faire ta propre salade ou des choses comme ça, tu n'as que des trucs emballés sous vide et avec plein de cochonneries dedans. Tu vas au self-service, tu n'as que des trucs qui ont été fabriqués par des grosses sociétés industrielles de produits décongelés ou des choses comme ça. C'est très compliqué. Et si on parle du régime surpoids des cantines ou vous savez, tout ce qui est cantine scolaire, cantine d'entreprise, cantine d'hôpitaux, où en fait, ils ne cuisinent plus. C'est que du réchauffement, que des trucs réchauffés. C'est-à-dire qu'on oblige en quelque sorte les gens à avoir une alimentation malsaine. Même à l'hôpital. Même à l'hôpital, bien sûr. Ça devrait être le premier endroit où on devrait manger correctement. Et ça fait bien longtemps que l'alimentation n'est plus le médicament des gens. Et oui. D'où l'avantage d'avoir nos produits nomades, notre Formule 1 et tout le reste. Toujours se balader avec sa petite mallette. Exactement. Et oui, l'avantage. Et après les excès, le soir, au resto. Et c'est aussi pour ça que quand on vous dit « Ah là là, mais moi je ne veux pas manger votre Formule 1 parce que ce sont des produits transformés. » Eh bien, il faut savoir que, à part le Tri-Blend, qui fait une association pois, quinoa, lin, et donc il y a plusieurs aliments et qui donc peut s'appeler produit transformé. La Formula One n'est pas un produit transformé parce que c'est uniquement des graines de soja germées, broyées, séchées. Parce qu'on joue sur le mot transformé, parce que quand tu assembles les produits les uns avec les autres, c'est pas transformé, normalement ils sont assemblés. Mais donc on vient de cette classification NOVA à la base. On joue sur les mots. Et il nous fallait, en tant que scientifique, une base de référence. Et c'est cette base de référence qui entre en compte. La différence entre ce que je vous disais tout à l'heure, le cracking, où en fait on va prendre l'aliment et on va le séparer et en utiliser qu'une seule partie, et l'assemblage d'aliments. La grosse différence, elle est là. Et entre cuisiner un aliment et puis le séquencer, il y a une grosse différence aussi. Voilà. Bon, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on parlera marketing demain, si ça vous va. On a fait un appel un peu plus long que d'habitude, mais c'est vrai que je me suis un peu emballée dans… Mais c'était très intéressant. Comme d'hab. Merci. Eh bien, je vous souhaite une belle après-midi. Merci, toi aussi. Toi aussi. Et puis, pensez à parler pour informer les gens. D'accord? Plus vous en parlerez, plus on sera informé et mieux on mangera. Ça marche? Bon appétit. Bon appétit. Merci, bonne journée. Merci.